Dans le Mac de la Santé aujourd'hui, nous étions obligés de vous parler de Céline Dion, mais on va vous parler notamment de sa maladie. C'est vrai qu'on est trop content de savoir qu'on va la retrouver sur scène, d'autant plus qu'en effet, elle est atteinte d'une maladie incurable qui s'appelle le syndrome de la personne raide. On vous explique tout dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez. Rime, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous répondez à la question de Guillaume, un peu particulière à propos des savons qui prennent soin de la flore vaginale. Exactement, il m'a demandé si donc ces savons qui servent pour notre flore vaginale quand on est une femme, eh bien, peuvent être utiles pour l'hygiène des hommes. Et vous allez voir, la réponse risque de vous surprendre. Jean-Victor Blanc, bonjour. Bonjour. Vous utilisez quel type de savon? Ça dépend pour quelle partie du corps. Non, j'utilise le même savon pour tout le corps. N'attendez pas cette réponse. Vous allez nous parler d'un grand classique du cinéma et de la psychiatrie. Oui, qui est plus mon rayon, plus que les savons. On va parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film iconique lorsqu'on parle de psychiatrie. Et on va voir que 50 ans après, il continue de vous dire des choses de la psychiatrie, ce film. Vous savez que je vous verrai plus jamais du même regard. Jean-Victor Blanc. Voilà. Marine L'Orphelin, bonjour. On va parler d'une tendinite un peu particulière. Et toujours pas des savons. La tendinite du tendon d'Achille, c'est un tendon très solide, mais qui peut aussi souffrir parfois et ça prend du temps à guérir. Le Mac de la Santé, c'est du reportage. Et dans l'actualité, évidemment, on vous parle de Céline Dion qui a annoncé 10 dates de concert à Paris alors qu'elle souffre d'une maladie neurologique auto-immune qu'on appelle le syndrome de la personne raide. Et nous avons suivi une patiente en reportage qui souffre de cette maladie. Son témoignage est vraiment poignant. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans le Loir-et-Cher, où il n'y a que 5 diabétologues pour tout le département. Difficile donc pour les patients diabétiques d'obtenir un rendez-vous, mais vous allez voir que le centre hospitalier de Blois a mis en place un système innovant pour mieux les accompagner. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour des MICI. Vous savez, les maladies inflammatoires du tube digestif, avec la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors, quelles en sont les causes, les symptômes et traitements? Les réponses avec un médecin gastro-entérologue. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être que vous faites appel au service des livreurs à vélo. Eh bien, sachez que leurs conditions de travail qui leur sont imposées sont terribles pour leur santé. Oui, c'est l'alerte lancée par l'association Médecins du Monde qui a fait les comptes. Ils travaillent en moyenne 63 heures par semaine pour 1 480 € bruts. Des journées interminables aux discriminations subies, en passant par les douleurs musculaires et les accidents de la route. Voilà le quotidien de ces livreurs, presque tous immigrés et franchement très maltraités. Avec de nombreux problèmes de santé donc et une très mauvaise prise en charge. Oui, seuls 68% d'entre eux ont une couverture santé et nombreux sont ceux qui renoncent aux soins, soit pour des raisons économiques, soit pour des problèmes de papier. Alors on peut se dire que c'est le fruit de l'ubérisation, que c'est le système dans lequel on vit. On peut aussi regarder ces faits dans les yeux et se dire que c'est une situation inacceptable et même indigne d'un pays comme le nôtre. On passe à un tout autre sujet. Des experts appellent à améliorer le diagnostic et la prise en charge de ce qu'on appelle la dépression résistante au traitement. Pour eux, c'est même une urgence de santé publique. Cette dépression résistante concerne 1 million de personnes en France. Et derrière ce chiffre, il y a un risque de suicide plus élevé. De manière générale, beaucoup de souffrance pour le malade et pour ses proches. C'est pourquoi des experts de la psychiatrie et des associations présentent aujourd'hui plusieurs propositions pour améliorer la prise en charge. Et parmi eux, le professeur Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie au CHU Henri Mondor à Créteil. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs déjà ce qu'est une dépression résistante au traitement ? Oui, alors c'est une dépression en général plus grave que la moyenne et surtout qui dure longtemps, malgré des traitements, malgré les essais de traitement un peu classiques. Et on dit à partir de 2 échecs à un traitement, on considère que c'est un début de résistance au traitement. Ça veut dire que le médecin généraliste vous donne un premier antidépresseur, ça ne marche pas, il en donne un deuxième,
Et au bout de quoi, 3-4 semaines, on Oui, considère alors, que... normalement, il faut attendre au moins 1 mois à 2 mois pour observer les effets. Mais quand on a échoué 2 fois au traitement en effet de première ligne, alors on pourrait dire aussi aux psychothérapies, parce que parfois on essaye d'abord une psychothérapie et quand ça ne fonctionne pas, on rentre dans une catégorie plus complexe en fait de dépression qu'on appelle résistante. On estime que ça concerne à peu près 30% des patients qui souffrent de dépression. Ça fait 1 million de personnes. Est-ce qu'on a identifié des profils particuliers ? Alors, on n'est pas dans quelque chose de complètement certain, mais c'est vrai que plus on a de maladies associées, des dépressions associées à des troubles anxieux sévères, à des troubles de la personnalité, à d'autres problèmes de santé mentale, mais aussi de santé physique, quand on a une maladie neurologique, quand on a une maladie métabolique, ça aggrave le pronostic. De même que les facteurs sociaux, évidemment, se trouver isolé, se trouver au chômage et dans la pauvreté, ça aggrave les choses. Et puis, dernier plan, c'est évidemment des facteurs psychologiques, le parcours de vie, quand on a accumulé les souffrances notamment de stress et notamment de traumatisme, on sait qu'il y a des formes de fragilité qui durent longtemps. Et donc, c'est jamais certain, on ne peut pas prédire à l'avance la réponse au traitement, mais quand on a ces éléments-là, et puis le dernier point, c'est quand la dépression arrive tôt dans la vie, plus ça arrive tôt dans la vie, plus on peut penser qu'il y a des risques comme ça de chronicisation. On était étonnés d'ailleurs en lisant votre rapport, le pic d'incidence des troubles dépressifs survient à l'adolescence, c'est ça qu'on a découvert aussi. Oui, alors c'est un des pics. Après, on peut avoir une dépression qui commence toute la vie quasiment, mais en effet, on le sait peu, mais il y a, et de plus en plus, parce qu'on a vu ces dernières années une augmentation de la prévalence de la dépression dans la population générale, et notamment des ados et des jeunes adultes, et notamment les filles et les femmes en particulier. Mais c'est le début. Et puis après, dépression résistante, ça peut être un peu plus tard, lors du 2e ou 3e épisode, par exemple. Vous avez évoqué un contexte qui peut être favorable, je prends des guillemets évidemment pour dire favorable à l'émergence de ces dépressions durables. Est-ce qu'il y a des risques particuliers ? Alors on sait que, évidemment, le premier risque, c'est la souffrance pour la personne et son entourage souvent. D'ailleurs, l'initiative qu'on a prise, c'était avec des représentants d'associations d'usagers, de personnes malades ou de leurs proches, parce qu'elles ont cette observation de l'absence de solution pour beaucoup de leurs proches. Et donc, le premier risque, c'est la souffrance personnelle, la douleur morale de la dépression. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment, ça fait mal, la dépression. Je pense qu'il faut déjà communiquer là-dessus parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis, évidemment, les risques objectivables, c'est le suicide, malheureusement. 80% des suicides sont liés à une forme de dépression, et souvent de dépression résistante. Il y a aussi les difficultés de fonctionnement dans la vie courante, donc de ne pas pouvoir fonctionner à son travail, de ne pas pouvoir vivre sa vie tout simplement. Donc on sait que ça a un impact en dehors de l'aspect humain, évidemment. Du côté des traitements, quand on a une dépression résistante au traitement, on peut quand même s'en sortir ? Oui, alors c'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire que les premiers traitements sont maintenant assez bien connus et les généralistes, en effet, les prescrivent souvent parce que c'est eux qui sont en première ligne. Mais les traitements simples, en tout cas classiques de la dépression, ne suffisent pas dans ces cas-là. Il faut avoir, en gros, des outils un peu plus, on va dire, renforcés, un peu plus spécialisés. Mais lesquels, et on les trouve où ? Alors, ça va être, par exemple, de combiner plusieurs antidépresseurs, ce que ne font pas les généralistes au début, parce que ce n'est pas ça qui est recommandé en première intention, d'associer des médicaments qui ne sont pas des antidépresseurs, mais d'autres familles de psychotropes. Donc ça, sur le plan médicamenteux, il faut personnaliser, mais on sait faire, vraiment, dans les centres spécialisés, on sait faire. Et puis après, il y a d'autres méthodes qui ne sont pas que médicamenteuses. Évidemment, les psychothérapies ont toujours leur place, alors pas forcément au moment de l'épisode le plus grave, mais avant et après, éventuellement. Donc les thérapies comportementales, souvent, c'est vraiment un complément très utile et qu'on associe dans les centres spécialisés, encore une fois. Et puis le troisième point, c'est tout ce qui concerne, évidemment, la santé globale, c'est-à-dire s'occuper de la santé de la personne dans son ensemble, neuro, et puis la stimulation cérébrale, c'est le dernier point, parce que là, on est plus dans des procédures innovantes, on va dire, de recherche encore, parce que c'est pas complètement validé, mais il y en a quand même partout, ce qu'on appelle la TMS, la neurostimulation magnétique notamment. Et les électroconvulsivothérapie, sismothérapie, je crois que vous allez en parler tout à l'heure, mais ça reste une des possibilités, évidemment très extrêmes, on va dire, dans les formes plus graves de dépression résistante. En un mot, parce qu'on a plus de temps, mais vous émettez plusieurs propositions qui sont plutôt à destination des soignants. S'il y avait un mot, quelque chose que vous avez à en dire aux patients aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, c'est vraiment de sortir du silence et de l'isolement, parce que l'isolement, la dépression exclut. On se sent en retrait et il y a des familles en fait qui ne savent pas quoi faire parce que la personne ne souhaite pas consulter. Il faut leur dire on a des solutions. Voilà. On a des solutions. Il faut souvent aller voir des spécialistes dans un deuxième temps, mais on a des solutions. Et puis on rappelle aussi l'existence du numéro national de prévention du suicide. C'est le 3114 qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si vous êtes en détresse ou qu'un proche ou vous-même avez des pensées suicidaires, n'hésitez pas. Des professionnels seront à votre écoute et vous guideront.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Emma, si vous le permettez, j'ai quelque chose à vous dire. Et pour une fois, je vais vous tutoyer. Oui, j'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit, vous savez m'ambiancer. Faut pas me lancer trop parce que je peux enchaîner. Allez-y. Pas du tout, mais on l'attendait quand même, ce retour de Céline Dion. Ah oui, vous trottinez, vous allez réviser toutes les paroles de toutes ces chansons. On l'attendait, ses précédents concerts en France avaient été annulés. Céline Dion avait expliqué qu'elle souffrait d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome de la personne raide et qui touche une personne sur 1 million. Et nous avions recueilli le témoignage exceptionnel d'une patiente française qui souffre de la maladie. C'est un reportage d'Elsa Téton, Alexandre Delavade et Khalid Mamoun. Je vous préviens, certaines images peuvent être très impressionnantes. Je vous laisse vous mettre debout. Pour Sandrine Lazartigue, le simple fait de se lever est une véritable épreuve. Et on fait une petite pause, on peut se tenir. Elle est atteinte du syndrome de l'homme raide. Cette maladie neurologique rare provoque des douleurs musculaires intenses. La main qui crispe, est-ce que vous voulez que je vous aide à la déplier? Ouais. Oh. Ok. Pour apaiser ses douleurs, elle se rend chez sa kiné 3 fois par semaine. Ça y est, ça se détend. Pour elle, en fait, on a besoin de tout travailler. Mais elle, son objectif principal, vous voyez, elle se tient toujours à son déambulateur et dès qu'elle se lâche, en fait, elle panique. Et la panique fait que la respiration se saccade et ça peut déclencher des crises, etc. On prend son temps. À la fin de la séance, Sandrine est épuisée. Et on souffle en même temps. Comment vous vous sentez? Elle commence à trembler, signe annonciateur d'une crise. Son mari intervient pour tenter de la contrôler. Allez. Allez, respire. Mais c'est déjà trop tard. Sa respiration est bloquée. Respire avec moi, ma Allez. Tout son corps est pris de spasmes violents. Elle doit en urgence prendre du Valium, un traitement pour détendre ses muscles. C'est tout. Il faut lui en mettre 10 gouttes sous la langue. 10 gouttes où? Ouais, sous la langue. Dans cet état, impossible pour elle d'ingérer le médicament. Les secours sont obligés d'intervenir. Ils vont lui injecter du Valium en intraveineuse pour stopper la crise. Allez, t'avais beaucoup de leçons à faire? Sandrine a dormi plusieurs jours avant de pouvoir se relever. Une semaine plus tard, nous la retrouvons chez elle. La maladie a bouleversé le quotidien de la famille. C'est bon? La douleur est tout le temps là. J'ai tout le temps mal, Et quand les crises sont là, bah c'est multiplié. J'ai même des fois dit à mon mari, dit à Olivier, laissez-moi mourir. J'ai tellement mal, mais laissez-moi mourir. Son mari a arrêté de travailler pour s'occuper d'elle avec l'aide de leurs enfants. C'est tout un soutien, c'est tout un... Je veux dire, ouais, c'est moi, mes enfants, on sait ce qu'il faut faire, on arrive à gérer la chose bien. Quand maman a fait sa crise et qu'elle dort, on en parle avec papa, c'est dur. Aujourd'hui, des médicaments existent sans pour autant permettre de guérir la maladie. Des traitements qui ont pour but de diminuer le tonus des muscles et puis un traitement qui va agir, lui, plus sur la cause de la maladie, donc sur ce désordre immunitaire, qui sont des médicaments de la famille des immunosuppresseurs. Sandrine espère que la recherche va avancer grâce aux révélations de Céline Dion. Et là, on voit qu'elle est fatiguée quand même. Atteinte du même syndrome. C'est quand même une personne célèbre, donc elle annonce qu'elle a une maladie, qu'elle a le courage d'annoncer qu'elle a cette maladie. Déjà, c'est un grand pas, quoi. Ça donne de l'espoir, quoi. Un moyen aussi de parler de cette maladie rare qui touche seulement une personne sur 1 million dans le monde. Et on voulait adresser toutes nos pensées et beaucoup de courage à Sandrine et aussi à toute sa famille. Des yeux qui démangent, ça arrive à tout le monde. Mais dans le cas d'une patiente chinoise, vous allez voir que l'explication est franchement inhabituelle. C'est une femme de 41 ans qui vit à Pékin, qui souffre de démangeaison et de rougeur à l'œil droit. Alors le premier traitement, c'est un collyre, mais en réalité, ça ne change rien. Donc elle se fait examiner par un médecin qui lui diagnostique une thélasiose. Et vous savez ce que ça veut dire concrètement? Attention, c'est bien dégueu. Le médecin a découvert des larves vivantes, 4 en tout, de l'espèce Thelasia capilleda. Oh là, vous voyez l'image là, c'est vraiment atroce. La vraie question, c'est comment ces vers
sont-ils arrivés là dans l'œil? Alors, il faut remonter un petit peu le fil du temps pour bien comprendre au stade de mouches drosophiles, donc des mouches qui sont elles-mêmes porteuses de ces larves. Or, ces mouches, elles adorent se nourrir de larves de mammifères et c'est comme ça qu'elles viennent déposer les larves dans les yeux et qu'elles peuvent s'y reproduire. Bon appétit à vous. Regardez-moi dans les yeux, Emma. Ça bouge pas. Les Merci cauchemars. beaucoup. Ah, de fou. Merci beaucoup et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des maladies inflammatoires du tube digestif. Il sera question de rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à l'hôpital de Blois qui a mis en place un dispositif inédit pour améliorer la prise en charge des patients diabétiques. C'est un grand classique du cinéma qui revient en salle, Vol au-dessus d'un nid de coucou qui parle notamment de la psychiatrie telle qu'elle était pratiquée dans les années 60. C'est la chronique de Jean-Victor Blanc. Nous nous intéresserons à ce qu'on appelle la tendinite du tendon d'Achille. C'est Yves, un téléspectateur qui en souffre et il aimerait savoir s'il peut continuer de marcher malgré la douleur. Marine L'Orphelin lui répond. Nous répondrons à la question de Guillaume, un téléspectateur qui aimerait savoir si les savons pour la flore vaginale peuvent être utilisés chez l'homme, avec quel intérêt. Je ne me suis jamais posé la question. En tout cas, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Et il est temps de retrouver les chroniqueurs. Rim, Marine, Jean-Victor, très content de vous retrouver. Jean-Victor Blanc, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, vous exercez à l'hôpital Saint-Antoine, c'est à Paris. Vous analysez pour nous les films et séries et plus largement ce qu'on appelle la pop culture pour nous parler de troubles psychiques. Et aujourd'hui, vous revenez sur un des grands classiques du cinéma. Oui, aujourd'hui, on va parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est vraiment le film auquel on pense lorsqu'on parle de psychiatrie. Alors, c'est un film qui est sorti en 1975 de Milos Forman et qui ressort 50 ans après sa sortie originale en salle actuellement. Et donc, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous propose un petit extrait de la bande-annonce. Do you think there's anything wrong with your mind, really? Okay. Not a thing, Doc. I'm a goddamn marvel of modern science. Hey, what the hell's going on here? Abby, this is the boys. You all crazy? Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out. Et ça rappelle effectivement quelques souvenirs. Et alors l'histoire, elle est centrée sur McMurphy, qui est joué par Jack Nicholson, qui donc se fait hospitaliser dans un service de psychiatrie pour échapper à la justice. Il découvre un monde qui lui est alors totalement inconnu, avec des personnes qui ont des pathologies mentales sévères et des soignants qui sont assez rigides, voire un petit peu sadiques, notamment la fameuse Nurse Ratch, qui est jouée par Louise Fletcher. La vraie question, c'est est-ce que c'est si réaliste que ça? Est-ce que la psychiatrie se passait comme ça dans les années 60? C'est vrai que ce film il a eu un grand retentissement. Hein. C'est vrai que c'est important de rappeler son contexte historique, c'est-à-dire la psychiatrie des années 60. C'est vrai qu'il faut se dire, voilà, est-ce qu'on aura envie de se faire traiter comme il y a 50 ans pour n'importe quelle pathologie? Eh bien non, c'est la même chose en psychiatrie. Il faut aussi savoir que Milos Forman, le réalisateur, à travers ce film, il a vraiment voulu parler du totalitarisme, notamment en faisant écho à son histoire personnelle. C'est quelqu'un qui est né en Tchécoslovaquie pendant la guerre froide, dans une ambiance politique très particulière. Et donc, il a voulu retranscrire ça dans un film qui a un sens politique, un sens poétique. Mais c'est vrai que du point de vue de la psychiatrie, il a eu un effet plutôt négatif. Négatif parce qu'il véhicule beaucoup de clichés, notamment? Exactement. Ce film, il véhicule des clichés, notamment le premier, c'est celui de McMurphy, qui fait semblant d'être malade. Donc on se dit toujours en psychiatrie, est-ce que c'est du chiquet ou pas? Les vrais malades, ces co-détenus, on pourrait quasiment dire, ils ont des pathologies qui sont sévères et on les voit à aucun moment aller mieux. Si on regarde les soignants, on voit qu'ils sont plutôt très rigides, voire un petit peu sadiques, et au point que le personnage de la Nurse Ratch, donc joué par Louise Fletcher, elle a marqué la pop culture
Aujourd'hui, elle a même eu l'objet d'une toute une série entière diffusée sur Netflix où on essaie de comprendre pourquoi elle est aussi méchante. Ah oui, et vous recommandez ça, Rachid? Pas tellement. Pas En fait, tellement. c'est un peu décevant parce qu'on ne voit pas tellement le lien avec le film. Et en fait, ils avaient prévu de faire plusieurs saisons et je crois que ça n'a pas si bien marché. Donc, on a juste une première saison. Donc, on va On va économiser un peu Voilà. de temps. Du côté des traitements également, là encore, ça se résume à des traitements un peu caricaturaux. Exactement. Dans le film, on voit qu'on les gave de médicaments, on leur donne uniquement des traitements sédatifs. Et il y a un traitement qui apparaît, c'est le traitement qui s'appelle l'électroconvulsivothérapie, dont on a dit un petit mot tout à l'heure, que le grand public appelle les électrochocs. Dans le film, c'est montré comme une punition, quasiment comme de la torture, dans cette scène qui est souvent marquante, et que les patients citent encore aujourd'hui quand on leur propose ce traitement-là, alors que c'est le traitement qui existe et qui est le plus efficace pour les dépressions résistantes, qu'on utilise encore aujourd'hui quotidiennement en psychiatrie. Un traitement, moi j'ai des patients qui l'ont eu il y a des années et qui disent que vraiment c'est un traitement qui leur a sauvé la vie. Ah oui, les mots sont forts, sauver la vie, parce que souvent on a ces images qu'on voit dans des films, ou Requiem for a Dream, un autre film dans lequel on voit l'électroconvulsivothérapie, et pourtant vous dites dépression résistante au traitement, faut pas avoir peur, quand c'est proposé, il faut le faire. Exactement, et ce qui est dans la vraie vie, c'est que c'est un traitement qui se fait aujourd'hui sous sédation, heureusement. Il y a une anesthésie générale qui est une anesthésie très courte. Or, dans les films, ce qu'on voit systématiquement, c'est quelqu'un qui est attaché, où on a l'impression qu'on lui fait vraiment de la torture. Quoi. Ces clichés qu'on voit notamment là, dont vous avez parlé, là on est dans les années 75, est-ce qu'aujourd'hui ça a encore un impact? Parce qu'on se dit c'était il y a presque 50 ans déjà. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui encore, ce film, il a un impact. Moi, ça me rappelle, il y a quelques années, je prenais en charge aux urgences une jeune femme qui avait des idées suicidaires assez préoccupantes. Je lui propose une hospitalisation dans le service à l'hôpital Saint-Antoine, et elle me dit, non, je veux pas me retrouver dans, vous savez, le film avec Jack Nicholson. Je sais même pas si elle avait vraiment vu le film ou pas, ou si elle avait cette image dans sa tête. Toujours est-il que, moi je précise, je travaille dans un hôpital général, en plein Paris, dans un service qui est ouvert, donc on est très loin de l'image qu'on aurait d'un asile, et pourtant on voit que ça peut faire encore obstacle aux soins. Alors ce film, on peut encore le regarder en salle, il ressort? Bien sûr, ce film, il sort dans une version restaurée. Pour moi, c'est assez marrant d'en parler parce que finalement, c'est aussi comme ça qu'est né Pop Psy, l'idée d'utiliser des films, et des films peut-être plus récents et plus justes sur la santé mentale. Néanmoins, ça reste un très beau film. Il a eu 5 Oscars et c'est vraiment un grand film de cinéma. Donc, je vous propose vraiment de le découvrir ou de le redécouvrir. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Victor. Et tout de suite, on retrouve Marine Orphelin. Marine, vous allez répondre à la question de Yves, mais comme disent parfois les chaînes d'infos, place au direct. Nous avons reçu cette question de Paulette qui nous demande, dans la maladie de Crohn, est-ce que seul l'intestin est touché? Eh bien, Paulette, nous répondrons à votre question, et également celle d'Isa, José ou encore Anne, dans quelques instants, dans notre dossier du jour consacré aux maladies inflammatoires du tube digestif. Marine, vous allez répondre à la question d'Yves, un téléspectateur qui souffre, il a depuis quelques semaines une tendinite du talon d'Achille. Il aimerait savoir s'il peut continuer à marcher malgré la douleur et pendant plusieurs kilomètres. Eh bien Yves, nous sommes en direct. Marine L'Orphelin est tout de suite en plateau avec nous. Prête pour vous répondre. Déjà, sachez qu'Yves, la tendinopathie du tendon d'Achille est malheureusement assez courante. Elle touche notamment les coureurs à pied, les personnes qui peuvent randonner aussi beaucoup, qui font du football ou encore certains sports avec des sauts. Je vais vous expliquer ce qui se passe anatomiquement. Parce que tendon d'Achille, on voit globalement, mais c'est plus complexe que ce qu'il y a. Alors, ici, on se retrouve au niveau de la jambe avec les muscles du mollet qui se rejoignent en un tendon, le fameux tendon d'Achille. Celui-ci va s'insérer au niveau de l'os du calcanéum, donc au niveau du talon, et il va servir du coup à transmettre la force des muscles des mollets, notamment en tirant vers le haut, en permettant aux personnes de se mettre sur la pointe des pieds, de marcher, de courir, de sauter. Et ce tendon, en fait, lorsqu'il est sain, il se compose d'un tissu et de fibres de collagène qui sont bien organisées quand elles sont saines. Mais dans la tendinopathie, donc notamment dans la tendinopathie d'Achille, les fibres peuvent se désorganiser, il y a des micro-lésions qui s'installent, le tendon peut s'épaissir, on peut voir aussi de l'inflammation, et c'est tout ça qui fait mal. Et justement, quel type de douleur on a quand on a une tendinite du tendon d'Achille? Alors, quand on a des tendinopathies, d'une manière générale, on a des douleurs souvent qui réveillent en fin de nuit et qui font mal aussi au petit matin. Et dans la tendinopathie d'Achille, du tendon d'Achille, on a des douleurs donc à l'arrière, évidemment, à l'arrière de la cheville et du talon. Et on peut avoir mal aussi à l'effort, quand on insiste un petit peu, ou après un effort très intense, vraiment le soir.
Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup on peut avoir une tendinite? On imagine qu'il y a des facteurs qui prédisposent. Oui, alors dans toutes les tendinopathies, les causes sont multifactorielles, mais elle peut être favorisée par différentes choses, notamment la déshydratation. Donc c'est pour ça que c'est important de bien vous hydrater pendant l'effort et puis aussi de bien vous échauffer parce que l'activité sportive en temps froid peut favoriser la tendinopathie d'Achille. La sursollicitation, c'est finalement le facteur numéro 1, c'est quand on demande trop d'efforts à notre tendon, donc on va se lancer dans une activité sportive alors qu'on n'est pas prêt musculairement. Par exemple, on ne va pas commencer à courir 10 km sans s'entraîner. Et si on a mal pendant la course, imaginons qu'au bout de 20 minutes, on a mal, vous conseillez plutôt d'arrêter l'activité. Souvent, on va aller au bout du sport. Oui. Quand on a des signes de douleur qui commencent à s'installer, oui, il vaut mieux s'arrêter, notamment dans la tendinopathie. Je vais vous l'expliquer juste après. Et puis, vous avez aussi des variations anatomiques dans la manière de poser votre pied au sol. On parle de pronation, quand le pied se pose un petit peu trop vers l'intérieur. Et ça peut tirer sur le tendon d'Achille. Et puis, 2 autres facteurs, l'alcool, donc une consommation excessive d'alcool et une prise de certains antibiotiques, les quinolones, peuvent favoriser la tendinite du talon d'Achille. Alors justement, pour répondre à Yves, notre téléspectateur, est-ce qu'il peut continuer de marcher malgré la douleur? Alors oui. Oui, tout à fait. Donc oui, il peut continuer de marcher, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais par contre, va falloir doser la quantité, entre guillemets, de marche, d'activité sportive. En fait, il ne faut pas forcer, il faut essayer de marcher jusqu'au seuil finalement de la douleur, rester en deçà du seuil de la douleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un tendon qui est malade, qui est abîmé, il peut risquer de se rompre et une rupture du tendon d'Achille, pour le coup, c'est très grave. Alors, il peut aussi appliquer des petites choses. Vous êtes venu avec des accessoires pour soulager notamment la douleur? Tout à fait. Alors, il peut utiliser tout simplement de la glace, avec des petits pochons qu'on met au congélateur. Vous pouvez aussi vous voir prescrire des anti-inflammatoires par votre médecin. Ça peut être utile dans la tendinopathie. Dans la tendinopathie d'Achille, on peut utiliser des petites talonnettes. En fait, ça va soulever un peu le tendon et donc détendre ce fameux tendon. Et puis aussi des semelles orthopédiques, donc à faire par un podologue, évidemment, un spécialiste, pour justement corriger un petit peu les variations anatomiques du pied. Ce qui va aider également, c'est de faire de la kiné notamment. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut recommander? Le traitement principal, finalement, c'est la kinésithérapie, une kinésithérapie encadrée et adaptée à votre profil. Alors, je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire à la maison, mais encore une fois, je vous recommande vraiment de vous fier à votre kiné. Alors déjà, au sol, tout simplement, on va relever le pantalon pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Hop. Donc, au sol, à plat, vous pouvez déjà commencer à faire des montées sur pointe de pied. On commence toujours sur les 2 jambes. Déjà, si ça fait mal à ce niveau-là, on ne fait pas plus. Mais si on n'a pas mal, on peut se permettre d'utiliser une petite marche, de faire la même chose. Et là, en fait, on va descendre un peu plus bas. Et donc, on va travailler le tendon, avec plus d'amplitude. Et puis, le niveau expert, je dirais, on utilise des poids, par exemple des grosses kettlebells à la salle de sport. Et puis, on va faire la même chose avec les poids. Ou avec un pack d'eau éventuellement à la maison, si vraiment. Ou avec un pack d'eau, voilà. J'ai l'habitude des salles de sport, moi, mais le pack d'eau, ça marche très bien. Moi, j'ai l'habitude des courses. Vous voulez nous alerter sur un point, parce que quand on a une tendinite et qu'on a essayé plein de traitements, on se dit, est-ce que je ne ferais pas une petite infiltration? Exactement. Alors, dans la tendinopathie du tendon d'Achille, on peut éventuellement essayer le PRP, donc le plasma riche en plaquettes. Néanmoins, je vous alerte, il ne faudra pas du tout faire d'injection de corticoïdes, parce que là, ça peut favoriser en fait la rupture du tendon. Eh bien, merci de toutes ces explications. On rappelle comment on fait pour vous poser des questions? Oui, vous m'écrivez par mail marine@allodocteur.fr. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction le Loir-et-Cher. Et on s'intéresse aujourd'hui à la prise en charge du diabète dans ce département où il n'y a que 5 diabétologues. Les patients ont donc du mal, vous le comprenez, à obtenir un rendez-vous. Mais le centre hospitalier de Blois a mis en place un système innovant pour mieux les accompagner. Gabriel Bray, Marc Lavastrou et Denis Moreau. À quelques kilomètres de Blois, Sylvie s'affaire en cuisine. Je vais faire un velouté de petits marrons. Cuisiner des légumes frais, c'est nouveau pour elle. Du fenouil et 2 poireaux. Voilà. Donc ça, je ne sais pas encore comment les cuisiner. Ah, c'était pas dans vos habitudes avant? Ah non, en plus, frais comme ça, non, ça met trop de temps à préparer. Une bonne plâtrée de pâtes, c'est bon. Je plaisante. Je mangeais des haricots verts, mais je variais pas autant les légumes. Il faut varier. C'est ma façon de dire que je fais attention à moi et à mon diabète. Le diabète de Sylvie s'est déclaré il y a 24 ans, au cours de sa grossesse.
La maladie s'est ensuite installée après la naissance de son fils Thomas. 4,680 kg. Quand on l'a vu sortir, tout le monde a pensé à un diabète. Des gros bébés, c'est souvent des bébés diabétiques. Enfin, je ne m'attendais pas effectivement à avoir eu du diabète. J'en avais jamais eu avant. Voilà. Sylvie est atteinte d'un diabète de type 2. Son organisme ne parvient plus à réguler efficacement son taux de sucre dans le sang. Un médicament antidiabétique l'aide à stabiliser sa maladie. Ce traitement a été mis en place au centre hospitalier de Blois, où Sylvie est accompagnée. Bonjour. 2 fois par an, 3 soignants la reçoivent en consultation. Il y a avec moi Mathieu, l'infirmier d'éducation thérapeutique, et il y a Hugo, le nutritionniste. Sur le plan diététique, vous avez fait des efforts. Bien sûr, il y a des moments où il y a des écarts. Je ne peux pas être tout le temps dans l'idée qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai que le petit déjeuner est généralement équilibré, le midi, et puis c'est beaucoup plus léger le soir. Les écarts, ça fait aussi partie de l'alimentation équilibrée. Un plaisir alimentaire, un équilibre alimentaire sans plaisir alimentaire, c'est pas vraiment un équilibre. Là, on voit l'évolution qu'il y a eu, les résultats s'améliorent progressivement, on diminue le traitement, donc les conseils nutritionnels, ça a eu un impact sur l'évolution de la maladie. Sylvie n'a plus à faire d'injection quotidienne d'insuline. Elle s'administre un antidiabétique 1 fois par semaine. Il n'y a que 5 diabétologues en Loir-et-Cher. Il a donc fallu trouver des solutions, comme ces consultations, pour accompagner les 20 000 patients. Ça permet de gagner du temps pour la personne diabétique. Ça lui évite des déplacements. Elle vient 1 fois, elle peut rencontrer 3 personnes différentes. Je pense que c'est déjà plus satisfaisant, on va dire. Quand il n'est pas traité, le diabète peut entraîner des complications graves. Cette prise en charge particulière soulage aussi les urgences. On n'a, pour ainsi dire, aucun de nos patients qui passe via les urgences. Et donc pour nous, c'est une véritable réussite. Parce que s'ils ne passent pas par les urgences, s'ils n'ont pas besoin d'un temps d'hospitalisation, ça veut dire que ce qui est prodigué en termes d'éducation, de prévention, ça fonctionne. Et qu'ils sont à leur domicile. Et donc ça, c'est une véritable réussite pour nous, en tant que soignants. Suivi psychologique et sport adapté viennent compléter cet accompagnement. Et depuis 2 ans, l'hôpital va même encore plus loin pour les diabétiques de type 1. Chez ces patients, le pancréas ne produit pas d'insuline. Chantal reçoit son traitement avec une pompe aidée d'une intelligence artificielle. Vous avez tout ce qui se passe dans mon corps qui se retrouve sur un écran en permanence. Là, on voit sa glycémie actuelle et Voilà. la petite flèche qui va vers le bas indique que la glycémie est en train de chuter. Le médecin peut tout surveiller à distance depuis son ordinateur. C'est vrai qu'on voit bien sur vos courbes que, bon, alors déjà, elles sont très bonnes. Voilà, on est à 82% du temps sur des glycémies presque normales. Les apports en insuline sont à peu près plats, puis vont augmenter, ce que va faire la pompe pour corriger une glycémie un petit peu haute, ce qui va fonctionner. C'est elles qui permettent de maintenir la glycémie la plus normale possible. Avec ça, on finit par oublier qu'on est diabétique. Et ça, c'est important. Parce qu'avant, vous ne pouviez pas oublier. Vous étiez tout le temps en train de vous surveiller, de vous tester, de vous piquer, etc. Alors que là, avec la pompe qui détecte en permanence et qui vous alerte, on est libéré. L'intelligence artificielle va encore progresser avec les années. Elles vont continuer à s'améliorer. Arrivera un moment où les patients n'auront même plus besoin de déclarer leur repas, etc. Donc plus ces systèmes seront autonomes, mieux ils fonctionneront, moins nous, on aura besoin effectivement d'intervenir. Au total, 120 patients sont équipés de cette pompe intelligente en Loir-et-Cher. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et donc la question de Guillaume qui nous dit pour l'hygiène intime des femmes, il y a des produits spécifiques pour conserver une flore saine. Ces produits d'hygiène féminine sont-ils conseillés et adaptés à l'hygiène masculine? C'est vrai que c'est une question originale que nous pose Guillaume, parce que comme vous disiez, Jimmy, je ne pense pas que vous y aviez pensé avant. Ça ne me viendrait pas l'idée d'utiliser les savons pour le vagin. Voilà. Même si je pourrais, pourquoi? Enfin, je sais pas, allez-y. Bon, je vais vous dire, voilà. Alors, et c'est vrai qu'il a raison parce que pour les femmes, il y a beaucoup de produits qui sont donc destinés à la flore intime. Cette zone étant très sensible, il faut parfois des produits adaptés et le pH des parties génitales est un peu plus acide que le reste du corps. On est autour de 4,5 de pH et la peau est plus fine. Dans cette zone, on a aussi des lactobacilles. Donc, dans notre flore vaginale et vulvaire, ce sont des bonnes bactéries
bactéries qui protègent la zone. Mais le problème, c'est que dès qu'on utilise des produits trop agressifs, eh bien, ça va décaper la peau et donc retirer ces bonnes bactéries. Et là, on peut avoir des irritations, des mycoses et autres désagréments. J'ai commis un petit impair. On ne lave pas le vagin en réalité. Oui, c'est la sphère la vulve. génitale, la vulve, parce que le vagin n'est pas sale et on ne fait pas de douche, de toilette vaginale. Que contiennent justement ces produits qui sont consacrés à l'hygiène intime féminine? Alors souvent, leur caractéristique, c'est qu'ils ont un pH qui est adapté à la flore féminine. Certains contiennent aussi des probiotiques, d'autres des agents hydratants, d'autres aussi des produits antifongiques quand on a des mycoses. Alors ce sont des produits qu'on trouve en parapharmacie, mais aussi maintenant en supermarché. Il faut compter 5-10 € en fonction des marques. Et donc à l'inverse, pour la zone intime, ce qu'il va falloir éviter, ce sont les gels douche classiques, également le savon de Marseille, le savon d'Alep, tout ce qui serait trop agressif, comme on le disait, et aussi tout ce qui contient trop de parfum. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au final, si on n'a pas de problème particulier, eh bien l'eau, ça fait aussi très bien l'affaire pour nettoyer cette zone. Et pour répondre à Guillaume, notre téléspectateur, il aimerait savoir s'il peut se servir de ces produits pour les hommes également. Oui, alors j'ai posé la question à notre sexologue préféré, le docteur Gilbert Boujaoudé, et il avait déjà eu cette question lui-même. Alors selon lui, ce n'est pas dangereux, mais ça n'est pas l'idéal. Parce que la plupart de ces produits, on l'a vu, ils ont un pH adapté à la vulve et au vagin. Mais ce n'est pas le même pH dans les zones génitales masculines qui ont un pH plus neutre, autour de 5. Donc ça pourrait irriter un petit peu si on l'utilise en permanence, ces types de produits. Et puis pour les hommes aussi, ce n'est pas le même microbiote dans cette zone. Et donc ça serait inutile d'utiliser des produits destinés au microbiote féminin. Donc si dans votre salle de bain, il y a le produit que vous voulez l'utiliser une fois, Guillaume, ou deux, ça n'est pas grave, mais honnêtement, vous n'en avez pas besoin. Et puis finalement, vous, messieurs, eh bien, le plus simple, c'est savon neutre, doux, pas trop parfumé, ou même l'eau, ça ira très bien. Et hommes comme femmes, au final, ce qu'on fait, c'est qu'on lave presque trop cette zone. Voilà. Et donc ça peut irriter. Voilà. Les hommes, vous pensez que les hommes se lavent trop? Bon, là, c'est plutôt... Ça débat. Je pense que les hommes se lavent trop, à mon avis. Certains pas assez, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, appel à question, allez-y, dites-nous, messieurs. Voilà. Et puis, l'autre étape importante, c'est aussi de bien se sécher après la douche pour éviter la macération. Eh bien, merci de toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. Douleur abdominale, diarrhée fréquente, fatigue très importante. Eh bien, voici les principaux symptômes des maladies inflammatoires de l'intestin, les MICI. Et sous ce terme, il y a deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Julien Scanzi, hépatogastroentérologue au centre hospitalier de Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également l'auteur de ce livre Incroyable microbiote. C'est publié aux éditions Le Duc. Appel à questions par SMS au 41 555. On parle régulièrement de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique, avec l'impression qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous observez, vous d'ailleurs, de plus en plus de patients qui sont atteints de cette maladie? Il y en a clairement eu de plus en plus ces dernières années. Maintenant, l'incidence tend à se stabiliser, mais ça concerne à peu près 300 000 personnes en France, peut-être même plus, et beaucoup de jeunes, effectivement, en consultation, on est amené à en voir de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a de plus en plus? On a identifié des facteurs favorisant ces maladies? En fait, ce sont des maladies multifactorielles, donc il n'y a pas une cause. C'est un mélange de facteurs, il y a un peu de prédisposition génétique, et puis surtout, ce sont des maladies environnementales, liées à l'environnement, au mode de vie, à l'alimentation et même à notre microbiote. On va en parler dans quelques instants. On a on avait une autre question tout à l'heure qui nous demandait si la maladie de Crohn ne touchait que l'intestin. Alors on va vous rappeler justement la différence entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Alors ce sont des maladies inflammatoires du tube digestif. On va débuter par la maladie de Crohn qui peut toucher l'ensemble du tube digestif. Et quand on dit l'ensemble, c'est que ça va de la bouche jusqu'à l'anus. Et tous les segments peuvent être touchés. On vous donnera les symptômes dans quelques instants. Dans la rectocolite hémorragique, vous avez une atteinte soit du côlon, soit du rectum, d'où le terme. Quand on regarde ce qu'il se passe à l'intérieur de ces maladies inflammatoires du tube digestif, on va regarder au niveau du côlon notamment. On va prendre un exemple. En temps normal, vous avez le côlon qui forme une barrière de protection qui fait que les bactéries qui sont présentes, les toxines, eh bien, ne passent pas. Elles arrivent, on a quelque chose qui empêche les bactéries de passer. En cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, eh bien vous avez l'intestin qui peut être un peu plus poreux. Les bactéries passent au travers de l'intestin, des villosités notamment. Les bactéries du microbiote arrivent, de l'inflammation se crée puisqu'elles créent de nouvelles molécules qui va donner ensuite des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids. Et c'est ça notamment l'enjeu. On a vraiment des douleurs qui sont
très importante. Comment on sait qu'on a une maladie de Crohn ou une rectocolite? C'est très difficile à diagnostiquer parfois. La rectocolite hémorragique, les formes sont un peu plus typiques. Ça va donner le plus souvent ce qu'on appelle la diarrhée gléro-sanglante, donc des selles liquides avec des glaires et du sang, des douleurs abdominales, de la fatigue. La maladie de Crohn, c'est souvent un peu plus insidieux. Ça peut être des douleurs abdominales fluctuantes, des troubles du transit, parfois un peu de sang, mais c'est pas systématique. Alors du coup, comment on fait? Il faut faire quoi comme examen? Parce qu'on se dit, là, tel quel, on peut tous avoir une maladie de Crohn. Quand on dit j'ai mal au ventre, j'ai un peu de diarrhée. Alors on consulte, on a souvent une prise de sang qui peut des fois montrer de l'inflammation, des fois une perte de fer, mais surtout, si on a un doute sur ce type de maladie, en général, on consulte un gastro-entérologue et on fait une coloscopie. C'est vraiment l'examen standard, la base pour faire le diagnostic de ces maladies. Syndrome du côlon irritable, est-ce que ça fait partie des maladies inflammatoires? C'est Isa qui nous pose la question. Non, c'est un syndrome chronique qui entraîne des douleurs abdominales et des troubles du transit, mais là, pour le coup, on ne verra pas d'inflammation. Ça peut entraîner le même type de symptômes, mais il n'y a pas d'inflammation. On ne voit aucune anomalie à la coloscopie dans le syndrome de l'intestin irritable. Et vous aviez une question? Oui, je me demandais, est-ce que c'est une pathologie qui touche aussi autant hommes que femmes? À peu près autant. On n'est pas loin de 50-50 sur ces pathologies-là. Vous avez parlé de causes environnementales et notamment de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des choses, on parle de microbiote, est-ce qu'il y a des choses qui augmentent le risque de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, des choses du quotidien? D'ailleurs, on a peut-être des téléspectateurs qui se posent des questions. Tout à fait, des choses qui vont dérégler le microbiote intestinal, notamment l'alimentation ultra transformée. Il y a quelques études qui montrent que plus on consomme d'aliments ultra transformés, plus on augmente le risque de développer plus tard une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il y a également des études qui montrent que l'exposition précoce aux antibiotiques, donc qui entraîne un dérèglement précoce du microbiote et des anomalies de régulation du système immunitaire, peut également entraîner un risque de développer ces maladies. Donc les antibiotiques dans l'enfance, on devrait vraiment... C'est vraiment pas du tout automatique. Ouais, et quand on dit résistance aux antibiotiques, ça fait peur à personne. Ouais. Mais à l'échelle individuelle, vous dites attention les antibiotiques, il faut vraiment... Alors, les médecins ont une responsabilité évidente dans la prescription, mais attention au microbiote. Est-ce que la consommation d'alcool a une influence sur les... Ça n'a pas été démontré, en tout cas, comme étant un facteur causal ou aggravant. À l'inverse du tabac, où pour le coup, on sait que le tabac dans la maladie de Crohn, c'est vraiment un facteur péjoratif. Ça augmente le risque de développer une maladie de Crohn, ça l'aggrave. Au contraire de la rectocolite hémorragique, d'ailleurs, qui est probablement la seule maladie qui peut être un peu améliorée par le tabac. Alors, on conseille bien sûr de toujours se sevrer en tabac. On aura toujours plus de bénéfices à arrêter de fumer. Comme l'alcool qui augmente le risque de l'ensemble des cancers du tube digestif d'une manière générale. On a José qui nous dit, quand on souffre de rectocolite hémorragique, est-ce qu'on a des douleurs abdominales comme la maladie de Crohn? C'est les mêmes douleurs au ventre? C'est pas forcément les mêmes, dans le sens où la rectocolite hémorragique touche forcément le rectum et potentiellement une partie plus ou moins importante du côlon, là où dans la maladie de Crohn, ça peut potentiellement toucher l'intestin grêle. Donc on va avoir des fois dans la maladie de Crohn des douleurs localisées, par exemple en bas à droite du ventre. Donc c'est pas forcément toujours les mêmes types de douleurs, c'est parfois difficile d'en faire le diagnostic, donc c'est vraiment la coloscopie au moindre doute. Anne nous demande si ça peut être héréditaire ces maladies. Alors, il n'y a pas de vraie hérédité comme des maladies comme l'hémochromatose ou la mucoviscidose qui sont vraiment transmises de parents à enfants. Par contre, il peut y avoir une prédisposition familiale, c'est-à-dire que si on a dans notre famille des parents ou des frères et sœurs qui sont concernés par ces maladies-là, qui sont touchés par une MICI, on a un peu plus de risque de développer ces maladies-là, notamment la maladie de Crohn. Vous avez parlé de coloscopie pour faire le diagnostic. Sébastien nous dit, est-ce qu'on peut poser le diagnostic sans faire justement de coloscopie? Non. On a forcément un diagnostic avec... Alors, la coloscopie peut être normale quand c'est une maladie de Crohn qui touche qu'une partie de l'intestin grêle, auquel cas on peut être amené à explorer l'intestin grêle avec une vidéocapsule, une sorte de caméra dans une gélule qu'on va avaler, qui va filmer l'intestin grêle. Mais dans ces cas-là, il y aura toujours eu une coloscopie avant pour voir là où la maladie se trouve le plus souvent en fait. Claire nous demande s'il y a un lien entre la maladie de Crohn et l'intolérance au gluten. Non, aucun. Et comment on fait la différence du coup entre j'ai une intolérance au gluten qui peut donner des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids? Alors pour l'intolérance au gluten, il y a une prise de sang qui est assez fiable pour en faire le diagnostic, ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Il y a une sérologie qui peut se faire. Quand il y a un doute, et c'est très rare, on peut être amené à faire une gastroscopie avec des biopsies de l'intestin grêle. Mais dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, il n'y a pas de lien avec la consommation de gluten. Les études ne montrent pas d'aggravation avec le gluten. En cas de rectocolite hémorragique, est-ce qu'on peut avoir de la fièvre ou une perte de poids? C'est oui. Gisèle. Et ce sont des critères de gravité. Quand on en est à maigrir et à avoir de la fièvre, ce sont souvent des formes sévères qui doivent le plus souvent mener à une hospitalisation, à des traitements d'emblée assez costauds. Avec une qualité de vie, on imagine, qui peut être altérée. Quand la maladie n'est pas stable, on se rend compte que c'est difficile. Et même quand elle est stable, parce que bien souvent, même quand la maladie est contrôlée au niveau de l'inflammation, les patients gardent souvent une fatigue importante.
une qualité de vie qui n'est pas optimale. Et c'est vrai que souvent on parle de handicap invisible. C'est vrai que c'est vraiment un fardeau pour ces patients-là, et même quand la maladie est contrôlée. Ouais. On a un reportage à vous montrer. Un jeune homme de 28 ans qui s'est lancé un défi assez fou, traverser l'Atlantique en solitaire malgré la maladie de Crohn. Il s'appelle Pierre-Louis Atwell et il va prendre le départ de la route du Rhum en novembre prochain. Une de nos équipes l'a rencontré. Reportage Khadija Darezig, Julien Lativel, Olivier Laporte. Mettre les voiles, se laisser guider par le vent et contempler au loin tous les défis à relever. Il faut que les voiles soient dans un bon état, qu'elles soient bien réglées, que le marin soit dans un bon état physique, mental, psychologique aussi. La navigation, une activité exigeante dans laquelle Pierre-Louis baigne depuis sa plus tendre enfance. Ça, c'est le bateau familial sur lequel j'ai découvert la voile. On partait pendant les vacances en Angleterre, on traversait la Manche. Pour nous, c'était déjà l'aventure. À l'adolescence, des troubles digestifs s'immiscent progressivement dans sa vie. Des allers-retours aux toilettes, parfois jusqu'à 15 fois par jour, qu'il décide d'ignorer et de cacher à ses parents pendant un temps. Le matin, je me réveille et quand je vais, j'ai ces urgences toilettes et là, je découvre la cuvette des toilettes qui est pleine de sang. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis, bon, là, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Après examen, il n'y a aucun doute, c'est la maladie de Crohn. Un diagnostic lourd à porter pour Pierre-Louis. Il s'isole et décroche scolairement. L'espoir renaît quelques années plus tard, quand il découvre la Marine nationale. Et tu recommences. Je me dis, tiens, là, ça pourrait être une façon de concilier cette passion pour la mer et puis une carrière professionnelle. Et évidemment, avec une maladie de Crohn, on me dit que je ne pourrais pas être embarqué. Ça a réveillé quelque chose en moi qui dit, mais on a imaginé que tu ne serais pas capable, avec ta maladie, d'aller en mer. Eh ben moi, je vais montrer que c'est possible. Et surtout, je vais montrer qu'on peut y aller tout seul. Une détermination qui le mène jusqu'à la compétition. En 2018, il participe à sa première course. Il la termine, mais son succès se fête dans la douleur. En fait, la cicatrice qui te fait mal, c'est celle-là. Ouais. Son côlon s'est perforé. Une poche temporaire est installée pendant plusieurs mois sur son abdomen pour recueillir ses selles. Un épisode dont il porte encore les stigmates. En prépa physique, ouais, c'est par là que ça chatouille, quoi. Aujourd'hui, Pierre-Louis prépare une nouvelle course, la route du Rhum. Pour que tout se passe bien, il faut trouver le traitement le plus adapté à ses conditions de vie sur le bateau. Depuis 25 ans, d'année en année, on a de nouveaux traitements qui sont efficaces et qui permettent, chez la très grande majorité des patients, d'avoir une vie normale. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on aimerait trouver le bon médicament pour le bon patient. Donc on est toujours un peu à tâtonner et à essayer les médicaments les uns derrière les autres quand les premiers ne répondent pas. Autre suivi important, celui du médecin nutritionniste. Ça, on ouvre, on met de l'eau chaude dedans, ça regonfle et on mange dans le sachet direct. L'objectif du jour, déterminer les repas à emporter sur son bateau. Notre message principal, quand je vais bien, je peux manger du tout. Mais il y a des phases de pleine inflammation avec 10 diarrhées par jour. On ne va pas probablement manger épicé, on ne va pas manger des aliments très lourds ou très transformés qui nécessitent une digestion, une absorption un peu plus importante. Une préparation où tous les scénarios sont étudiés pour permettre un départ serein en mer. La course est prévue en novembre prochain. D'ici là, Pierre-Louis continue ses efforts, qu'il vente ou qu'il pleuve. Une petite pensée à nos journalistes qui ont terminé ce reportage sous la pluie, mais pour la bonne cause. On est tout cœur avec vous, mais on est bien sur le plateau. Si vous cherchez plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers l'association AFA Crohn RCH France. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Docteur Julien Scanzi, on a reçu plein de questions, une dizaine qui concernent le lien entre ces maladies inflammatoires et le risque de cancer, notamment de cancer colorectaux. Oui, il y a un risque un peu augmenté. En fait, toute inflammation chronique fait le nid du cancer. Donc, heureusement, les patients sont bien surveillés. Parce qu'ils ont des coloscopies, notamment. Ils ont des coloscopies très régulièrement. Donc, heureusement, il y a rarement de mauvaises surprises chez ces patients à partir du moment où ils restent bien surveillés. Oui, tout à fait.
On voit dans le reportage qu'il est bien suivi par un nutritionniste. Donc au niveau de l'alimentation, vous avez des conseils à donner aux patients. Quel type d'alimentation peut améliorer le digestif? Les recommandations actuelles, elles sont claires. C'est vraiment promouvoir un régime méditerranéen. En fait, une alimentation saine, naturelle, riche en fibres, pauvre en aliments ultra transformés. On sait que c'est vraiment l'alimentation vraiment la meilleure pour ce type de maladie, pour prévenir et limiter l'inflammation, carrément. Est-ce que vous avez vu des patients s'améliorer en changeant drastiquement leur mode de vie? Avec la question d'après, certains patients mangent très très bien, pour autant ils ont quand même des symptômes, donc attention de ne pas... Parce que souvent on se dit, t'as qu'à mieux manger, t'as un truc au niveau du tube digestif, améliore ton alimentation et ça ira mieux. Bien sûr, il faut prendre en compte, en fait, pour aller bien avec ces maladies-là, il faut avoir un bon traitement médical. Et à côté de ça, un mode de vie optimal, vraiment une hygiène de vie la plus saine possible, une alimentation, on vient d'en parler, un bon sommeil, limiter le stress le plus possible, etc. Donc c'est vraiment l'association de ces comportements plutôt positifs avec un traitement médical le meilleur possible également. Et puis... Est-ce que le stress, ça peut favoriser une poussée? Parce que moi, je sais que j'ai une patiente qui a un trouble psychique et une Mickey, et il y a aussi cet enjeu-là pour atteindre l'équilibre. Le stress joue un rôle. Les gros stress, c'est-à-dire les événements de vie très stressants, peuvent entraîner une poussée de ces maladies-là. Et puis le stress peut augmenter, aggraver les symptômes, aggraver leur perception. La douleur est ressentie de façon plus importante quand on est stressé, anxieux. Donc, bien sûr que ça joue. Ouais. Et dans les compléments alimentaires, on parle beaucoup des probiotiques. Est-ce que ce sont des choses qui sont recommandées aux personnes qui en souffrent? Alors, dans la rectocolite hémorragique, il y a une seule souche de probiotiques qui a montré son efficacité. Enfin, c'est un seul complexe de souches dans la rectocolite hémorragique. Dans la maladie de Crohn, il n'y a aucun probiotique qui n'a fait ses preuves. Donc, pour l'instant, ce ne sont pas des traitements les plus conseillés. Mais la recherche avance pas mal, notamment autour du microbiote. Il y a notamment un peu d'espoir, notamment dans la rectocolite hémorragique, avec la transplantation de microbiote fécal, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Et il y a une dizaine d'études à l'heure actuelle qui montrent un bénéfice de la transplantation de microbiote fécal dans la rectocolite hémorragique chez certains patients. Donc ça voudrait dire qu'on prendrait le microbiote d'une personne dite saine, qui n'a aucun symptôme, on le transfère à une personne qui a une maladie inflammatoire du tube digestif et on guérit la maladie? Alors, on ne la guérit pas. Malheureusement, ces maladies-là restent incurables pour l'instant. Par contre, on peut induire une rémission. Mais il reste encore beaucoup de questions. Donc, comment notamment maintenir la rémission chez ces patients? Donc, pour l'instant, c'est du domaine de la recherche. C'est juste que c'est porteur d'espoir parce qu'on imagine plus tard des traitements qui joueront à la fois sur le système immunitaire, qui est déréglé, qui ne marche pas bien, et à la fois sur le microbiote, qui lui aussi est déséquilibré. Donc ça nous aide à mieux comprendre ces maladies-là, on progresse, et je pense que pour tous les patients qui ont ces maladies-là, c'est vraiment porteur d'espoir. Il nous reste 1 minute de questions. Sébastien nous demande, est-ce qu'on peut prendre des corticoïdes en cas de maladie inflammatoire du tube digestif, et dans quel cas? Alors c'est un des traitements des poussés, mais bien sûr, c'est vraiment à prendre à court terme, sur quelques semaines maximum. Ensuite, il y a des traitements biologiques qui prennent le relais, ce qu'on appelle des biothérapies. Et puis, surtout, on ne s'automédique pas. C'est-à-dire que si on a des symptômes qui doivent conduire à ce genre de traitement, on consulte et on voit avec son médecin. Ces maladies inflammatoires, elles peuvent être associées à d'autres maladies, notamment rhumatologiques et ophtalmo. C'est Géraldine qui nous pose cette question. Tout à fait. Il peut y avoir effectivement des maladies, d'autres maladies inflammatoires liées, alors notamment ophtalmologiques, rhumatismales, et puis également cutanées, dermatologiques. Il y a notamment, il peut y avoir un peu plus de psoriasis ou des spondylarthropathies, des douleurs rhumatismales qui peuvent toucher le dos ou certaines articulations. Ouais. On a Anna qui a son fils de 16 ans qui a une maladie de Crohn et un retard de croissance. Ça, c'est lié à la maladie notamment. Tout à fait. Quand ces maladies-là touchent le jeune enfant, ça entraîne souvent un retard staturopondéral. D'ailleurs, c'est souvent ça qui parfois conduit les pédiatres ou les gastropédiatres à poser les diagnostics. C'est vraiment que la courbe de croissance n'est pas suivie et on se pose ces questions-là. Et... Une fois qu'on traite, on peut imaginer pour Anna que... Rattraper le retard, oui, bien sûr. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, L'incroyable microbiote. C'est publié aux éditions Le Duc. Vous voyez juste à côté de votre écran. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rémi, c'est toujours un plaisir. Marine, Jean-Victor, merci d'avoir été parmi nous. Eh bien voilà, demain on se retrouve comme tous les jours et on va répondre à vos questions. Et demain on parlera d'astigmatisme. Nous retrouverons également la chronique littéraire de Joël Goron qui nous partagera ses coups de cœur du moment. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5. À demain.